travaille dans l'équipe INSERM et travaille en particulier avec Cyril Delpierre, qui est peut-être parmi nous et je le salue. Le sujet traite de l'utilisation des guides de bonnes pratiques par les cliniciens impliqués dans le diagnostic et la prise en charge des troubles musculo-squelettiques. Madame Delphine Sorondo, c'est à vous. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Delphine Sorondo, donc je suis chiropracteur de formation initiale et doctorante donc, à Toulouse dans l'UMR 1027, donc Université Toulouse 3 INSERM, et je fais partie du coup de l'équipe de recherche Equity. J'enseigne également à l'Institut franco-européen de chiropraxie et dans le cadre de ma thèse, je travaille sur l'utilisation des guides de bonne pratique dans le diagnostic et la prise en charge non médicamenteuse des troubles musculo-squelettiques et plus précisément sur la prise en charge des troubles musculo-squelettiques en thérapie manuelle. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous présenter un de mes projets de thèse. Et pour cette production, j'ai travaillé avec les personnes citées sur cette diapo. Sachez également que Cyril Delpierre est mon directeur de thèse et Pierre et Nadège sont mes co-superviseurs. Et avant de commencer, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de la conférence. On a été très bien accompagnés, surtout dans ces conditions particulières. Et je tiens à vous remercier également pour votre invitation. En toute transparence, donc je peux vous dire qu'actuellement, je suis donc chiropracteur en exercice libéral dans mon propre cabinet. J'ai également une activité de recherche en tant qu'enseignante doctorante financée par l'Institut franco-européen de chiropraxie. Ma thèse se fait en collaboration avec l'UMR 1027 que je vous ai présenté juste avant. Et le financement de ma thèse se fait par l'IFEC. Mais cette association n'a pas été impliquée dans l'élaboration et la rédaction de cette présentation et d'ailleurs non plus dans la récolte, l'analyse et l'interprétation des données de l'article. Donc je vais commencer par l'introduction. Donc, à l'heure actuelle, chercheurs et cliniciens sont d'accord pour dire que la prise de décision thérapeutique doit se faire selon une pratique fondée sur les preuves, donc en anglais appelée evidence-based medicine. Cette pratique correspond à la recherche de manière la plus rigoureuse, explicite et judicieuse des preuves étant actuellement les plus pertinentes dans la prise de décision concernant les soins à prodiguer à un patient. Donc, la prise de décision du clinicien, elle doit s'appuyer sur 3 grands pôles de réflexion. Le premier va être son expertise clinique, dite individuelle. Elle est propre au clinicien. C'est la capacité et le jugement de chaque clinicien, ses connaissances en tant que clinicien. Le deuxième pôle, ça va être les meilleures preuves cliniques externes obtenues via la recherche systématique. Ça correspond aux données de la science, aux données de la recherche. Et le troisième pôle va être le ou les choix du patient. Donc, ça va correspondre à ses préférences en fonction de ses habitudes de vie et de ce qui lui est propre à lui en tant que patient. On pourrait penser que l'expérience du clinicien prévaut sur les préférences du patient et que les données de la science doivent être prises en considération en dernier lieu. Mais ça n'est pas le cas. La prise de décision éclairée, elle se situe à la croisée de ces 3 entités. Et chacune de ces entités a la même importance et la même valeur dans cette prise de décision. Dans le but d'aider le clinicien en pratique, il existe des guides de bonne pratique, aussi appelés recommandations de bonne pratique, qui synthétisent les données de la science. Ces recommandations, elles sont élaborées par des équipes pluridisciplinaires qui discutent des données de la littérature en les confrontant à la pratique clinique du quotidien. Donc, ces équipes, elles font une analyse de la littérature sous forme de revue systématique et de synthèse de la littérature. On va aborder également la HAS, la Haute Autorité de Santé, qui propose une méthodologie de consensus formalisé bien précise qui sert à l'élaboration de ces recommandations. Et la HAS labellise et publie celles qui ont satisfait cette méthodologie. En chiropraxie, mon domaine d'expertise, des recommandations ont été labellisées et publiées en janvier 2017 sur le diagnostic et la prise en charge des cervicalgies. Et avec un peu de recul, on souhaite désormais voir si ce référentiel est utilisé et quels déterminants font que les cliniciens les utilisent ou non. Donc, pour le projet que je vous présente aujourd'hui, l'objectif principal est d'identifier les déterminants des professionnels de santé liés à leur utilisation des guides de bonne pratique dans le diagnostic et la prise en charge des TMS, troubles musculo-squelettiques en général.
Il est important de noter qu'ici, nous nous intéresserons à l'ensemble des professionnels de santé qui prennent en charge les TMS et non pas uniquement aux chiropracteurs. Donc, pour répondre à cet objectif, on a effectué une scoping review et suivi les 5 étapes clés à l'élaboration de ce qu'on appelle en français une revue exploratoire de la littérature. Tout déterminant a un intérêt dans la description de ce qu'il existe dans la littérature, et c'est pourquoi nous n'avons pas uniquement extrait nos résultats des articles ayant une haute qualité méthodologique. Le but était de faire un état des lieux, une sorte de cartographie de ce qui a été exprimé par les différents cliniciens. Donc, les 5 grandes étapes sont celles que vous voyez apparaître à l'écran. Donc, en premier lieu, on a élaboré une question de recherche à l'aide d'une bibliothécaire. Ensuite, nous avons récolté, capté en fait, les articles qui répondaient à la stratégie de recherche. Ensuite, on a trié et sélectionné les articles identifiés en fonction du titre, du résumé et de la méthodologie utilisée. La 4e étape, nous avons extrait les données des articles jugés comme étant pertinents par rapport à notre question de recherche. Et enfin, en 5e étape, on a reporté et synthétisé les résultats. Le format visuel d'une carte mentale a été choisi pour synthétiser ces résultats. Pour la description des résultats, on a décidé d'organiser les données en récoltées en faisant une analyse thématique. L'optique étant dans un second temps d'orienter les interventions ciblées en fonction des résultats obtenus. Cette méthodologie nous semblait comme étant la plus adaptée. L'organisation des données s'est faite selon l'une des classifications les plus utilisées dans la description des facteurs limitants et facilitant l'utilisation des recommandations. Cette classification, elle est appelée la théorie du comportement planifié. Concernant cette théorie, selon les auteurs, le comportement humain est effectif s'il est d'abord décidé. Donc, pour être décidé, il existe 3 types de facteurs qui sont nécessaires. Le premier facteur, ça va être l'attitude par rapport au comportement. Ça se résume par le désir d'avoir ce comportement et les conséquences que cela va impliquer. Le deuxième facteur, ça va être tout ce qui est normes sociales, la réflexion autour de l'influence et l'opinion des autres concernant ce comportement. Et enfin, le troisième facteur, ça va être tout ce qui est croyance autour de la capacité de l'individu à réussir le comportement. C'est la notion d'auto-efficacité. Cette théorie, elle nous a permis de classer les déterminants en 2 catégories. C'est le schéma que vous voyez apparaître du coup à l'écran. Donc, on va avoir d'un côté les facteurs limitant l'utilisation des guides de bonne pratique, appelés aussi barrières, et que vous voyez apparaître en rouge à droite de l'écran. Et ensuite, on va avoir les facteurs facilitants, appelés aussi facilitateurs. C'est ces facteurs qui vont donc faciliter l'utilisation des guides de bonne pratique, et c'est ce que vous voyez apparaître en vert à gauche de l'écran. Ici, en fait, on retrouve une version simplifiée de la carte mentale, aussi appelée mind mapping, élaborée afin de rendre les résultats plus visuels dans leur densité. On va maintenant parler des résultats. Donc, la revue de la littérature nous a permis de capter 7667 articles correspondant à nos mots-clés, à notre stratégie de recherche. Après un premier tri selon le titre et le résumé des articles, il nous en a resté 142. Et après un second tri par lecture intégrale des articles, on en a inclus 43 dans notre étude. Concernant ces 43 articles, 63% sont des études quantitatives avec une majorité d'études transversales, 30% sont des études qualitatives et 7% respectent une méthodologie mixte. La moitié des études ont été réalisées en Europe et un tiers viennent de l'Amérique du Nord. 64% des études ont été publiées après 2010. La majorité des études s'intéressent aux recommandations de bonne pratique concernant le diagnostic et la prise en charge des lombalgies. Et enfin, la population la plus étudiée est celle des kinésithérapeutes, suivie de près par les médecins généralistes et les médecins spécialisés. Donc, qu'est-ce qu'il en est des déterminants qui définissent ces cliniciens qui sont utilisateurs et de ces cliniciens qui sont non utilisateurs des recommandations? Donc, concernant les déterminants qui émergent de cette étude, je vais commencer par vous parler des barrières, donc ces facteurs limitants. On parle ici du désir d'appliquer les guides et des conséquences que cela implique chez le clinicien.
Donc, le clinicien qui n'utilise pas les recommandations exprime une certaine frustration, une certaine anxiété et une sensation de perte d'autonomie en pratique lorsqu'il les utilise. On retrouve également une certaine culture de la suspicion autour des données récoltées auprès des patients et une vision sceptique de la pratique fondée sur les faits chez ceux qui n'utilisent pas les guides. Enfin, les non-utilisateurs témoignent de difficultés à envisager une prise en charge incluant la considération des facteurs biopsychosociaux. Sur cette diapo, on va parler des interactions sociales du clinicien non utilisateur, notamment de l'influence et de l'opinion des autres concernant ce comportement. Donc, il y a 5 populations qui vont avoir un impact sur la non-utilisation des recommandations par le clinicien. Le premier impact, il va se faire par les instructeurs. Effectivement, si les instructeurs n'utilisent pas les guides, ils n'incitent pas les cliniciens et les futurs cliniciens en formation à le faire. Ensuite, on va avoir l'influence des collègues. Un clinicien qui travaille avec des collègues qui n'utilisent pas les guides n'est pas enclin à les utiliser lui-même en pratique. Ensuite, il va y avoir l'impact des autres professionnels de santé. Les cliniciens non utilisateurs témoignent l'être par résilience face à un sentiment d'adversité et face aux autres. En fait, c'est de l'adversité un ressenti d'adversité face aux autres professionnels de santé. Et les non utilisateurs parlent d'un sentiment d'infériorité par rapport aux autres. Ensuite, il va y avoir l'impact des autorités ou politiques de santé. Les cliniciens non utilisateurs sont réfractaires par un sentiment d'obligation d'utilisation des guides. Et le dernier impact, il va se faire par les patients. Les cliniciens n'utilisent pas les recommandations quand les demandes ou les attentes de leurs patients ne sont pas concordantes avec ce que préconisent les guides. Les cliniciens ont peur de perdre le patient, notamment le patient de longue date, s'ils ne répondent pas favorablement à la demande du patient. On rencontre ce cas notamment dans la prise en charge des douleurs lombaires communes et la demande d'imagerie par les patients. Cette demande ne correspond pas à ce que les guides recommandent. On observe également une non-utilisation des guides par les patients dits passifs dans leur prise en charge. Par exemple, les guides recommandent l'activité physique dans la prise en charge des lombalgies communes et les cliniciens ne se sentent pas enclins à proposer ce type de prise en charge aux patients s'ils perçoivent le patient comme étant un patient dit passif. On va parler ici des croyances autour de la capacité du clinicien à réussir ou non à utiliser les guides. Donc là, ça va être la notion d'auto-efficacité. Donc, les cliniciens non utilisateurs ont rapporté une dysfonction dans la diffusion des guides et le manque de formation concernant ces guides. Ils expriment également le manque de ressources tant financières qu'humaines pour les mettre en place dans leur pratique. Certains cliniciens témoignent d'une certaine incompréhension des guides, notamment avec la terminologie utilisée. On retrouve beaucoup de difficultés avec les termes utilisés comme non spécifiques ou communs, par exemple. Et les cliniciens n'utilisent pas les guides car ils trouvent que leur application induit trop de restrictions en pratique ou manque de praticité au quotidien. Enfin, certains trouvent que les guides sont dépassés par rapport aux données actuelles de la science. Heureusement, on a trouvé aussi des facteurs facilitants. Donc, on va continuer maintenant en parlant de ces facteurs qui facilitent l'utilisation des recommandations en pratique. On parle ici du désir d'appliquer les guides et des conséquences que cela implique chez le clinicien. Donc, on remarque que ceux qui utilisent les guides sont ceux qui sont motivés pour avoir une pratique acceptable, ceux qui désirent faire les choses bien. Les utilisateurs sont ceux qui ont un intérêt pour la pratique fondée sur les preuves, et cela fait écho à mon introduction de présentation. Ceux qui utilisent les guides ont été sensibilisés à l'importance de la prise en charge des facteurs de passage à la chronicité. Ils sont à l'aise avec les facteurs biopsychosociaux, tout ce qui va être drapeau jaune, notamment dans la prise en charge, le diagnostic de ces drapeaux jaunes. Les utilisateurs sont également ceux qui sont familiers avec ce type d'outils, donc ça va être tout ce qui est algorithme décisionnel ou recommandations en général. Et on remarque également que ceux qui pratiquent dans des centres spécialisés sont plus enclins à pratiquer en référence au guide. Sur cette diapo, on va parler des interactions sociales du clinicien utilisateur, notamment de l'influence et de l'opinion des autres concernant ce comportement. Donc, dans la partie facilitateur, il y a 3 populations qui vont avoir un impact sur l'utilisation des recommandations par le clinicien. On va avoir l'impact des collègues. Donc, le clinicien va utiliser les recommandations s'il sent que ce comportement est supporté par ses collègues et ou par ses supérieurs. Ensuite, il va y avoir l'impact des autres professionnels de santé. Le clinicien qui souhaite légitimiser sa pratique va utiliser les guides. On va avoir aussi celui qui a une bonne compréhension du rôle des autres professionnels de santé, notamment lorsque la prise en charge pluridisciplinaire est recommandée par les guides.
Enfin, il va y avoir l'impact des autorités politiques de santé et des créateurs des guides. En effet, pour utiliser les guides, les cliniciens ont besoin de se sentir supportés par les autorités. Et on remarque également qu'ils ont besoin d'avoir confiance en ceux qui créent les guides. Enfin, on va terminer les déterminants en parlant des croyances autour de la capacité du clinicien à réussir à utiliser les guides. C'est la notion d'auto-efficacité. Donc, la disponibilité des formations autour des guides est nécessaire pour que les cliniciens utilisent les guides. Les cliniciens doivent percevoir l'utilité de ce type d'outils en pratique. Ceux qui les utilisent témoignent par exemple d'une augmentation de leur efficacité en pratique. Enfin, lorsque les guides sont utilisés, ils doivent être perçus comme des outils pour simplifier les communications, tant avec les patients qu'avec les collègues, qu'avec les autres professionnels de santé. En gros, un clinicien utilisateur perçoit les recommandations de bonne pratique comme étant un langage commun à tous. Donc, la recherche est au service de la pratique et on va analyser un peu ses résultats. Donc, ces déterminants, ils ont un intérêt dans l'élaboration et la mise en place de futures interventions pour inciter les non-utilisateurs à devenir des cliniciens utilisateurs de ces recommandations. Donc, avec ce travail, nous avons désormais une description globale des déterminants qui influencent le comportement des cliniciens. Ce travail pourra avoir un impact du coup dans le diagnostic et la prise en charge des troubles musculo-squelettiques. En ce qui concerne l'analyse de ces résultats, on a remarqué une certaine tendance qu'on va appeler effet miroir. Nos résultats suggèrent que certains déterminants peuvent être à la fois des barrières ou des facilitateurs, en fait une sorte de vice-versa si vous voulez. Un utilisateur de guide peut les percevoir comme adaptés à la pratique quotidienne car ils sont pertinents, synthétiques et clairs. À l'inverse, une personne non utilisatrice ne perçoit pas les guides comme étant une aide dans la qualité des soins prodigués, car l'utilisation des guides est pour ces personnes vue comme étant restrictive, encombrante ou induisant une perte de temps. Pardon. Un second point ressort de cette analyse. Il semble qu'il y ait beaucoup de dissonance autour du diagnostic et la prise en charge des drapeaux jaunes. Donc, certains sont à l'aise avec cela, d'autres pas du tout. La familiarité avec les outils d'aide à la prise en charge et au diagnostic des drapeaux jaunes semble être un pivot important à l'adhésion à ces guides. Et il en va de même avec la familiarité des utilisateurs, avec la terminologie utilisée dans la création des guides. Donc là, on revient sur le terme non spécifique qui est incompris par certains cliniciens. Enfin, on peut dire que la majorité des déterminants identifiés concernent les utilisateurs des guides, à savoir les cliniciens, et que peu des déterminants sont associés aux patients. Donc, en conclusion, je souhaite évoquer l'utilité des interventions non médicamenteuses si elles sont appuyées par la littérature, d'où l'importance de faire le lien entre la pratique quotidienne et la recherche. Les recommandations sont au service des cliniciens, mais pas que. Favoriser l'utilisation de ces guides, c'est inciter les professionnels de la santé à avoir un raisonnement clinique au plus proche de la science et ainsi favoriser les soins les plus efficaces et les plus adaptés pour le patient. Et la communication n'en sera que meilleure, ainsi que l'éducation du patient. Cela permet d'orienter le patient dès le début de la prise en charge, surtout dans un contexte de troubles musculo-squelettiques où on cherche à aller d'un traitement le moins invasif au traitement le plus invasif. Donc, je vous remercie tous pour l'attention que vous avez portée à ma présentation et il est maintenant temps que je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Vous avez même mis votre email, donc ce qui fait que Oui. Les participants pourront également, s'ils le veulent, vous poser des questions directement. J'ai spontanément une question à vous poser sur votre parcours. Je pense qu'il est intéressant d'avoir de plus en plus de praticiens qui s'impliquent dans la recherche et qui veulent faire des doctorats. Est-ce que vous pourriez nous raconter en quelques minutes ce parcours? Est-ce que c'est le parcours du combattant ou finalement c'est quelque chose qui vous semble assez logique et que c'est faisable? Parcours du combattant, non, il faut être motivé car dans la densité notamment des journées, il est vrai qu'on ne s'ennuie pas. C'est un parcours atypique. Moi, je m'y retrouve notamment entre ma pratique clinique et mes recherches parce qu'au final, voilà, c'est cette notion de pont en fait, à faire entre les deux qui me semble important. Et par la recherche aussi, on a ce lien en fait en pluridisciplinarité, tous ces questionnements qu'on peut avoir aussi autour du patient.
Donc, pour moi, l'un ne fait pas de sens sans l'autre, en gros, et c'est comme ça, en fait, que je me suis, on va dire, tournée un peu vers ce cursus universitaire et vers la recherche. Merci beaucoup. C'est vrai que la médecine a des années d'expérience d'hospitalo-universitaire avec des praticiens qui sont en même temps chercheurs et qui deviennent praticiens. Et je pense que c'est un élément très très important d'avoir la possibilité à la fois de travailler au plus près du patient pour comprendre, comme vous le faites, la mise en œuvre de guides, mais évidemment aussi avec des ajustements qui sont nécessaires et qui sont absolument indispensables. Et on ne va pas plaquer des pratiques comme des recettes. Je pense que Sackett l'a très bien dit dans ses ouvrages. Il ne faut surtout pas aller dans de la tyrannie de l'application à tout prix, mais bien des référentiels, comme vous le dites, des recommandations. Une des premières questions qui est posée ici et qui semble tout à fait importante, c'est est-ce que ces référentiels ou ces recommandations doivent être élaborés pour vous par des sociétés savantes, typiquement métiers, ou est-ce qu'elles doivent être aussi le résultat de travaux qui sont menés par exemple, la Haute Autorité de Santé en France ou des autorités de santé supplémentaires? C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir aussi des contradictions entre certaines sociétés savantes et la Haute Autorité de Santé. Comment vous voyez l'avenir de cette pratique dans justement vos pratiques spécifiques? Je pense qu'il est important que ces recommandations de bonnes pratiques soient élaborées par des groupes pluridisciplinaires qui ont chacun leur expertise, afin du coup de rester le plus objectif possible en fait dans la création de ces guides. Et après, les présentations précédentes parlaient notamment de tout ce qui était recherche qualitative, et on voit qu'il est important aussi d'avoir les retours du coup des cliniciens quant à la praticité et l'applicabilité en fait de ces guides en pratique, parce que parfois on en est à la première version et il est vrai qu'il y a des notions qui restent encore ambiguës, notamment par rapport au cadre légal par exemple, ou par rapport à ce qui est faisable ou qu'on peut mettre en place en fait dans la pratique. Et du coup, ces notions, oui, de pluridisciplinarité, pour moi, elles sont vraiment importantes dans la création de ces guides. Alors une question qui vous est posée par un internaute qui doit être très perspicace sur le sujet, c'est effectivement comment vous, en tant que praticienne, vous arrivez concrètement à les ajuster, ces référentiels? Comment vous en sortez? Alors, comment je m'en sors? Je ne suis pas parfaite comme tout le monde. On essaie en fait de coller en fait notre prise en charge et d'être au plus près en fait de ce que recommandent les guides de bonne pratique. Mais en fait, ma casquette de clinicienne me fait aussi comprendre certaines barrières en fait qui sont exprimées donc dans la partie facteurs qui vont du coup limiter l'application des guides. Et je pense qu'on n'a pas un comportement tranché où on est tout le temps une personne qui applique les guides ou tout le temps une personne qui est réfractaire à l'application de ces guides. C'est finalement un cadre de mise en œuvre, mais simplement un cadre de mise en œuvre. Ce n'est pas une recette à appliquer strictement. Donc on est bien dans l'evidence-based practice, et pas uniquement que dans l'evidence-based medicine, mais bien practice. Je crois que c'est un élément central. Une question est posée autour des nouvelles technologies. C'est vrai que la culture orale ou la culture de la formation par l'imitation est un élément très important. Est-ce que les nouvelles technologies, je pense à la vidéo, je pense à éventuellement des cas pratiques et des études de cas pratiques avec un petit peu plus de visuel ou d'interaction, pourraient permettre des formations justement qui seraient encore plus performantes pour avoir justement des guides et des référentiels plus pertinents que parfois des recommandations de haute autorité de santé sur lesquelles il peut y avoir 100 ou 150 pages et finalement c'est absolument, dans la vraie vie, absolument inapplicable. Oui, là, on va parler de tout ce qui est stratégie d'implémentation. Et en fait, là c'est ce que je vous disais, donc, que ce projet en fait, est le premier objectif de ma thèse. Et en fait, donc, le deuxième objectif consiste donc, à aller interroger en fait, les chiropracteurs. Donc là, ça va rentrer plus dans mon domaine, sur en fait, chez eux, quels sont les déterminants en fait, qui font qu'ils les utilisent ou pas, mais également de voir en fait la conformité de leur pratique par rapport au guide. Et en fait, le but, c'est de mettre en place après des interventions qui seront adaptées
Et bien évidemment que les supports novateurs seront sans doute des outils qui seront essentiels à la mise en place de ces formations, bien évidemment. Une autre question qui est posée, que je comprends à moitié, je vais essayer de la traduire en tout cas, mais est-ce que la méfiance des thérapeutes vis-à-vis de l'utilisation des guidelines ne serait pas finalement un manque de confiance en eux et un manque de confiance dans ces pratiques, et donc finalement un doute sur les professions, et donc remettant peut-être en question leur profession parce que ils préfèrent peut-être être des artisans et bricoler entre guillemets, et peut-être pas avoir un ressort qui vient de l'intelligence collective et de pratiques qui ont pu être un petit peu mieux encadrées. Parce que j'espère Ça peut être avoir été clair. Ça pourrait être un angle vraiment à étudier, notamment en recherche qualitative, en fait, où voilà, on irait au plus près du coup des cliniciens, notamment réfractaires, pour essayer de les comprendre. C'est une chose qu'on a pensé, donc qui ne rentrera peut-être pas dans le cadre de ma thèse, mais effectivement, en ayant identifié certains profils de thérapeutes qui seraient réfractaires, donc dans cette étude en méthodologie mixte, il serait peut-être intéressant par la suite du coup d'aller interroger ces cliniciens plutôt réfractaires et voir justement si ce type de déterminant en fait un ressort et témoignage en fait du clinicien. Ça pourrait être très intéressant effectivement. Une question sûrement d'un méthodologiste, mais aussi intéressante. Et quid du retour des patients sur ces pratiques? Et est-ce qu'il ne serait pas pertinent de profiter de leur retour d'expérience pour peut-être aussi optimiser, améliorer les référentiels? Oui, et notamment, en plus, on a parlé aussi, la première personne qui a présenté a parlé aussi de littératie en santé. On sent qu'il y a quelque chose, en fait, notamment autour de l'interaction avec le patient et notamment le thérapeute, la perception qu'il a du patient dans sa proposition de prise en charge en concordance, du coup, ou non avec les recommandations. Et je pense que le patient, effectivement, enfin, son retour d'expérience ou son interaction avec le thérapeute, elle gagnerait en fait à être étudiée également dans ce contexte du coup d'utilisation des recommandations de bonnes pratiques. C'est des choses qu'on n'a pas du tout retrouvées dans la littérature ou très peu au final. Une question sur l'expertise. Est-ce que l'effet de l'ancienneté, c'est-à-dire le temps de travail, va avoir une influence? Est-ce que vous pensez que vos résultats auraient ou seraient différents si on interroge des jeunes praticiens ou des anciens, ou pas du tout? Alors, ça fait partie des questions. Nous, on a des hypothèses, donc notamment au niveau de la mise en pratique, on va dire, des recommandations de bonnes pratiques dans notre domaine. Dans mon domaine d'expertise, par exemple, les recommandations ont été publiées en 2017 et on sait qu'en fait, on va dire la formation parle de ces recommandations depuis qu'elles ont été publiées et labellisées. Donc, tous les étudiants, on va dire, qui sortent de formation depuis 2017 sont familiarisés en fait avec ce type d'outils. On va dire un peu de façon, c'est pas un souhait en fait du clinicien forcément. Donc ça reste aussi une hypothèse. Après, on peut aussi avoir une pratique qui est concordante avec une recommandation sans forcément connaître la recommandation. Très bien, merci infiniment Madame Sorando, c'était un plaisir de vous entendre. On vous souhaite évidemment le meilleur pour votre thèse. On est encore tellement triste de ne pas être à Toulouse pour ce congrès. J'espère que l'année prochaine, puisqu'on va le faire à Toulouse, et je l'ai évoqué ce matin et pas à Paris, on aura l'occasion de se rencontrer et peut-être que vous aurez déjà soutenu votre thèse. Je ne sais pas si... Je pense pas. Il me reste encore beaucoup, enfin il me reste encore du temps, vu que j'ai la double activité avec les libérales, Okay. je suis bien occupée. Mais Bon, je très viendrai bien. avec grand plaisir.